Consommés par les animaux et par l'homme sont indispensables au fonctionnement des différentes cellules de leur organisme. Mais ces aliments ne peuvent pas être utilisés tels quels par les cellules. Ils doivent, au préalable, subir des transformations que l'on appelle digestion. En quoi consiste cette transformation de matière? Où se réalise-t-elle? On peut comprendre les phénomènes chimiques de la digestion en réalisant des expériences de digestion in vitro. La plus simple à mettre en œuvre est la digestion par la salive d'une solution d'amidon cuit ou emploi d'amidon obtenue à partir de lait d'amidon, amidon en poudre mélangé à de l'eau portée à ébullition. Deux tubes sont placés dans un bain-marie à 37 degrés Celsius. Le tube 1 contient de l'emploi d'amidon, le tube 2 contient de l'emploi d'amidon additionné d'un peu de salive fraîche. Deux prélèvements de chaque tube sont réalisés toutes les 3 minutes. On ajoute à l'un quelques gouttes d'eau iodée, à l'autre un peu de liqueur de Fehling à chaud. Pour le tube 1, le test à l'eau iodée est positif et la liqueur de Fehling n'est pas réduite. Quant au tube 2, l'eau iodée donne une coloration rouge-violacée au bout de 6 minutes. Le test à la liqueur de Fehling demeure négatif.
Ceci indique la présence de dextrine, molécule plus courte que celle de l'amidon. Au bout de 9 minutes, le test à l'eau iodée devient négatif. Celui à la liqueur de Fehling est positif. L'amidon s'est transformé en un sucre réducteur, le maltose. La salive est un suc digestif qui contient une enzyme, l'amylase salivaire. Dans un tube qui contient de l'empois d'amidon sans salive, des molécules de maltose apparaissent cependant au bout de quelques jours. Quelques dizaines d'années plus tard, tout l'amidon aurait disparu. Ainsi, l'enzyme accélère considérablement une réaction qui pourrait se produire spontanément sans elle, mais qui serait extrêmement lente. Certaines réactions chimiques sont ainsi accélérées plusieurs milliards de fois par la présence d'une enzyme. Une enzyme est un catalyseur biologique. Diverses enzymes sont sécrétées à différents niveaux de l'appareil digestif. Intéressons-nous à l'anatomie de l'appareil digestif. L'anatomie de l'appareil digestif diffère selon les groupes d'animaux, mais on retrouve toujours la présence d'un tube dans lequel circulent les aliments. Des glandes digestives sont associées à ce tube. Chez les mammifères, le tube digestif débute par la cavité buccale. Il comprend ensuite l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Les glandes digestives sont de deux sortes. Les premières, plus volumineuses, situées à proximité du tube, y déversent leurs produits de sécrétion par de fins conduits. C'est le cas des glandes salivaires, du pancréas et du foie. Les secondes, microscopiques, sont contenues dans la paroi même du tube digestif, estomac et intestin grêle. Chacune des parties du tube digestif a un rôle spécifique. Dans la bouche, les aliments sont broyés, triturés, mélangés à la salive qui les humidifie. Comme on l'a déjà vu, c'est là que débute la digestion des molécules d'amidon. L'estomac, lui, prépare les aliments à la digestion intestinale. En effet, l'acide chlorhydrique dénature les protéines, ce qui favorise l'action des enzymes. D'autre part, la pepsine, enzyme la plus importante du suc gastrique, assure une dégradation partielle des protéines en peptides plus simples. Le rôle essentiel de l'estomac est de contrôler le transit des aliments vers l'intestin, régulant ainsi le fonctionnement de ce dernier. Le pancréas joue également un rôle fondamental dans les phénomènes chimiques de la digestion grâce à la sécrétion du suc pancréatique. Son équipement enzymatique complet le rend apte à dégrader toutes les catégories d'aliments, protéines, glucides et lipides. Sa sécrétion est continue, mais s'accroît après l'ingestion d'un repas. Le maximum est obtenu 2 à 3 heures après le repas et se prolonge pendant 5 à 7 heures.
L'intestin grêle, quant à lui, grâce aux enzymes libérées par les cellules de son épithélium, complète les transformations réalisées par le suc pancréatique. Le gros intestin, enfin, ne sécrète aucune enzyme. Au terme de la simplification moléculaire qui constitue la digestion, l'intestin grêle renferme un liquide, le chyle, comportant des nutriments à petites molécules et des substances non digestibles. Les nutriments sont essentiellement l'eau, les sels minéraux, les oses, les acides aminés, le glycérol et les acides gras. Les substances non digestibles sont surtout des fibres comme la cellulose. Alors que les résidus et la cellulose vont former les matières fécales colorées par la bile, les nutriments sont absorbés à travers la paroi intestinale. C'est le phénomène d'absorption intestinale. Pour assurer l'absorption intestinale, la paroi intestinale présente, tout au long des 7 à 8 mètres de l'intestin grêle, de nombreux replis circulaires recouverts de millions de petites saillies, les villosités. Le jéjunum humain compte 200 000 microvillosités par millimètre carré. L'ensemble constitue une surface absorbante dont l'air est considérable, 300 mètres carrés chez l'homme. Chaque villosité est limitée par une couche de cellules dont la membrane, située du côté de la lumière de l'intestin, présente de nombreuses digitations, les microvillosités. Le gros intestin joue un rôle non négligeable dans l'absorption de l'eau. Ainsi, les résidus de la digestion perdent de leur fluidité au fur et à mesure du transit intestinal. C'est aussi à travers la paroi du gros intestin que sont absorbés les acides gras provenant de l'activité de la flore bactérienne. Après avoir traversé l'épithélium intestinal, les substances absorbées empruntent 2 voies. L'eau, les sels minéraux, les oses et les acides aminés passent directement dans le sang. Par la veine porte, ils gagnent le foie, où certains d'entre eux peuvent être temporairement mis en réserve. Les constituants des lipides, glycérol et acides gras, se retrouvent dans la lymphe des vaisseaux lymphatiques, où ils se recombinent aussitôt en lipides. Les vaisseaux lymphatiques aboutissent par la suite dans la circulation sanguine. Ainsi, la plus grande partie des substances absorbées au niveau de l'intestin se retrouvent au final dans le sang. Des études récentes ont montré que les cellules de la paroi intestinale consomment pour leur propre compte une quantité non négligeable de ces nutriments. Leur activité est très grande et leur renouvellement est l'un des plus rapides de l'organisme.